Bonsoir Xavier Moreau. Bonsoir Christelle. Merci de nous accorder de nouveau un petit peu de votre temps. J'aimerais revenir aujourd'hui avec vous sur la situation politique en Ukraine, entre autres suite à l'investiture de Volodymyr Zelensky. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'espoir placé en lui, mais est-ce que ces espoirs sont bien placés? Parce que quand on écoute un petit peu ses discours, on a l'impression de certaines incohérences quand même. Je pense qu'on sera fixé sur ce que veut vraiment faire Zelensky au lendemain de la dissolution de la Rada et de la réélection de la Rada. Donc normalement la date est fixée pour le mois de juillet, mais il y a de la résistance, notamment je lisais là il y a quelques instants qu'Andrei Paroubi accuse Zelensky d'enfreindre la Constitution, puisqu'il y a une véritable panique au sein on va dire des radicaux ukrainiens. C'est que si on regarde les sondages aujourd'hui, Zelensky arriverait avec Sluga Naroda à 30%, derrière le bloc d'opposition 11%, et derrière Poroshenko. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ces deux grands partis donc, qui composaient et qui ont contrôlé la Rada pendant 5 ans, c'est-à-dire le bloc d'opposition et le Front populaire, qui sont passés en gros de 50% à 10%. Donc en fait, c'est une véritable catastrophe, et surtout, Zelensky veut supprimer l'immunité des parlementaires. Et il faut bien comprendre que la dizaine de chefs de bataillon nazis, les Biletsky, Semenchenko, Parasyuk, ont multiplié. Voilà, la plupart, voilà, Paroubi, auraient dû finir en prison depuis longtemps. Enfin, même Parasyuk a quand même mis un énorme coup de pied dans la tête à un vice-directeur du SBU chargé de la lutte anticorruption il y a 2-3 ans. Tout ça, pour ça, il n'a jamais été condamné, jamais emprisonné. Bien sûr, son immunité n'a pas été levée. Donc finalement, pour tous ces gens, quoi qu'il arrive, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de l'impunité. Et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour Paroubi, avoir un président juif ukrainien, c'est quelque chose avec lequel il a du mal, puisque c'est un peu le jeu de dupe entre, on va dire, les oligarques juifs et les nazis, c'est-à-dire que l'un pourrait utiliser l'autre. Et finalement, on s'aperçoit que c'est quand même l'oligarchie qui l'a emporté. Et que, à mon avis, cette oligarchie, qui n'est pas que d'ailleurs, qui n'est pas Poroshenko, par lui, n'est pas juif, hein, mais il fait partie de l'oligarchie. Arpetov, lui, est un tatar musulman, il fait aussi partie de cette oligarchie. J'ai l'impression que cette oligarchie a bien l'intention de faire porter aux nazis ukrainiens la responsabilité de tous les crimes. Et donc, je pense que ça provoque un certain stress de tous ces braves gens. Et donc voilà. Ce que je considère, c'est que Zelensky est une marionnette américaine. Il faut voir la déclaration de Volcker le jour de son élection, quasiment, en disant que si Zelensky renonce à garantir le territoire, la souveraineté sur le territoire ukrainien en Crimée et dans le Donbass, ses soutiens vont le quitter. C'est une menace même pas voilée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est direct. Donc ça veut dire que les Américains ne sont pas prêts de se retirer. Alors on part du départ de Volcker, mais bon, peu importe quoi qu'il arrive, il est évident que si les Américains décident d'abandonner l'Ukraine, ce ne sera pas gratuit. Ils vont vouloir une concession de la Russie sur un autre théâtre d'opération, en Syrie, en Iran, Venezuela, et ce que la Russie ne fera pas parce que la Russie ne fait pas confiance aux Américains d'une part, et parce qu'elle ne joue pas à ce jeu-là, elle a des positions de principe partout où elle se trouve, et elle ne va pas échanger l'un pour l'autre. Est-ce que justement le fait que les États-Unis, et je pense aussi quand même les groupes nationalistes, même s'ils vont faire des scores assez lamentables, gardent quand même une influence politique importante parce qu'ils sont structurés, ils sont armés et ils ont une force de frappe, hein, ils l'ont déjà montré devant la Rada. Est-ce que en fait Zelensky va quand même arriver à gouverner s'il arrive à obtenir cette dissolution de la Rada et à obtenir, on va dire, une majorité ou en tout cas une coalition derrière lui? Moi, je pense que s'il veut exercer le pouvoir, il a un tel soutien populaire qu'à moins de se faire assassiner, il va l'exercer. Le problème, encore une fois, c'est qu'est-ce que vont lui autoriser à faire les Américains. Alors, il va sans doute faire un tribunal anticorruption. Lui-même ne risque rien puisque sa fortune est tout à fait légale. Donc là-dessus, sur la lutte anticorruption, au moins au niveau de l'oligarchie, on devrait avoir quelques résultats, je dirais, au moins de façade. Mais on sait très bien que dans ces pays qui sont profondément corrompus, le problème, en fait, finalement, c'est pas les oligarques. Le problème, c'est qu'en fait, tout le monde veut s'enrichir à tous les échelons de l'État ukrainien. Et pour la Russie, qui commence à s'en sortir, ça a quand même pris énormément de temps. C'est pas quelque chose qui va se régler en un claquement de doigts, surtout que
Aujourd'hui, les Ukrainiens vivent au jour le jour, donc le petit fonctionnaire local, il ne va pas penser à construire un état de droit, il va surtout penser à tant que je suis là, tant que je peux monnayer ma signature, faire un passe-droit qui va me rapporter de l'argent, il va continuer. C'est-à-dire qu'il y a... Et l'économie ukrainienne est dans un tel état que structurellement, elle ne peut pas faire cette véritable lutte contre la corruption qui rend la corruption absolument pénible. Si vous faire une comparaison avec la France, bon, Ferrand, l'élu de La République En Marche, est largement soupçonné de corruption, pour pas dire plus, mais ça ne dérange pas la vie des Français. Le fait qu'il ait fait un coup tordu immobilier avec sa compagne, ça ne dérange pas la vie des Français dans la vie de tous les jours. En revanche, que chaque fonctionnaire à chaque étape de la vie des Ukrainiens soit corrompu, ça oui, ça plombe l'économie, ça plombe l'économie du pays. Et un tribunal anticorruption, même présidé par un Américain, ne changera absolument rien à cette situation. Donc voilà. Concernant la situation dans le Donbass, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir faire avancer un peu, ne serait-ce que le cessez-le-feu ou l'échange des prisonniers, ou est-ce qu'on va se retrouver dans le même cul-de-sac que depuis 5 ans? Alors, à mon avis, ce qu'il peut essayer de faire, et il en a plus ou moins parlé, c'est d'appliquer les accords de Minsk sur les échanges de prisonniers. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'Ukraine ne respectait pas l'échange de tous contre tous, hein, parce que déjà, elle veut pas traiter en fait réellement avec la DNR ou la LNR. Donc, parce que finalement, échanger des prisonniers, c'est reconnaître l'existence de ces représentations politiques. Et deuxièmement, l'état dans lequel certains prisonniers doivent être rendus. Donc, il y a eu notamment un transfuge du SBU qui est passé en Russie, qui a expliqué les prisons secrètes, les tortures, etc. etc. Tous ces gens-là, s'ils sont libérés, sans doute que l'État ukrainien aura des comptes à rendre. Et ça, Zelensky, lui, ça lui est égal, puisque la faute retombera soit sur Poroshenko, soit sur Paroubi, soit sur Avakov, soit tous ces psychopathes qui dirigent l'Ukraine depuis 5 ans. Donc, à mon avis, il peut prendre ce risque-là, ce qui fera monter son rating et celui de son parti pour les législatives de manière vraiment sensible. Et je pense qu'en plus, les Russes joueront le jeu. Et pousseront la DNR et la LNR à accepter. D'ailleurs, la DNR et la LNR, pour ce que j'en sais de mes entretiens avec Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères, ils attendent que ça, de récupérer leurs prisonniers. Donc ça, on peut l'avoir. En revanche, l'application complète des accords de Minsk, le problème, c'est qu'est-ce que vont lui laisser faire. À mon avis, c'est pas les bataillons. Les bataillons, Zelensky vient de nommer un homme à lui à la tête du SBU. Il va prendre le contrôle de l'armée. Et surtout, les bataillons, s'il veut, ils bloquent les financements. Qu'est-ce que c'est que Azov, Donbass, Dniepr, Adin sans le financement de Avakov? Qu'est-ce que c'est que Pravi Sector sans le financement de Kolomoïski et le camp d'entraînement à Dnipropetrovsk? Tout ça va disparaître. Donc, à mon avis, les bataillons sont un fond de problème. Le problème, c'est qu'est-ce que les Américains vont lui laisser faire? Parce que si jamais il applique les accords de Minsk, la Russie gagne. S'il les applique pas, la Russie gagne aussi. Après Lépine, je l'avais dit, lui était pour le vote Poroshenko parce qu'il dit comme ça, ils iront plus vite dans le mur et on va gagner du temps. Donc, comme dirait notre ami Nicolas Mirkovitch, pour Poutine, c'est popcorn time. C'est-à-dire que quel que soit le scénario, finalement, alors je pense que Zelensky peut sauver l'Ukraine en tant qu'entité, avec forte décentralisation, puisqu'une fois que la Constitution aura été modifiée pour accepter l'autonomie du Donbass, toutes les autres régions, y compris la région de Lvov, vont se jeter dans l'ouverture pour devenir autonomes, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une nation. Et si finalement, il n'y a pas de deuxième scénario, c'est-à-dire que ce que disait Aksionov, le chef du gouvernement criméen, si jamais il fait un Poroshenko 2, dans ce cas, c'est la fin de l'Ukraine. Et voilà, dans les 2 cas, encore une fois, popcorn time pour Vladimir Poutine. Il a mis les Américains dans un corner et ils boxent. Et les autres se reçoivent des coups, s'agitent, essaient de sortir, mais en fait n'y arrivent pas parce que, encore une fois, pourquoi l'Ukraine, pourquoi la France est trompée, mais pourquoi les Américains sont trompés? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que l'Ukraine. Et ils n'ont pas compris qu'on ne construit pas l'Ukraine contre la Russie. Voilà, simplement.
simplement. Enfin, est-ce que vous pensez que ça va être possible d'appliquer les accords de Minsk suite au vote et à la signature par Poroshenko? Ils ont fait une vraie magouille avec Paroubi pour repousser l'investiture de Zelensky jusqu'à la signature de cette fameuse loi sur la langue ukrainienne. Cette loi, elle viole directement les accords de Minsk, puisque ces derniers prévoient une autonomie linguistique normalement pour le Donbass. Comment le Donbass pourrait revenir au sein de l'Ukraine si cette loi est active? Or, elle est entrée en force après la signature de Poroshenko. Mais en plus, cette loi est complètement stupide parce qu'elle prévoit la mise en place de commissaires politiques qui vont surveiller que les gens à Kharkov ou même à Kiev où les gens parlent russe, que les gens parlent pas russe. Donc on est dans un truc complètement délirant à la Paroubi. Moi, je pense que Paroubi est un peu dans une... Paroubi est un nazi ukrainien, mais c'est pas Hitler. Mais il est un peu dans une... quand Hitler en 1944 a compris qu'il avait perdu la guerre, il a dit puisque c'est comme ça, le peuple allemand ne me mérite pas. Et suicide collectif. Voilà, et ça finit dans son bunker. Et je pense qu'en fait, les nazis ukrainiens sont un peu, notamment derrière Paroubi, sont un peu dans cette situation. Le peuple ukrainien les a déçus. Après, ils ont fait du Stepan Bandera pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, les Ukrainiens ils votent à 73% pour un président juif. Donc là, je pense que Paroubi, qui espérait manipuler plus ou moins la communauté juive ukrainienne, etc., s'aperçoit que c'est lui qui s'est fait avoir, et donc là, il sait plus quoi faire. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une réaction extrêmement agressive. Je pense aussi que les Américains en ont marre. Ils misent énormément sur Zelensky. Maintenant, le problème, c'est que accepter encore une fois l'application des accords de Minsk, c'est une victoire russe. Et ça veut dire que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Parce que qui dit accord de Minsk dit assemblée dans les régions autonomes de Donetsk et de Lugansk. Et ces assemblées, comme la Crimée en 2014, si jamais Kiev prend une décision qui va contre l'avis des locaux, notamment de rentrer dans l'OTAN, de rentrer dans l'Union européenne, eh bien, ils voteront la sécession. Et cette fois, il y aura vraiment une base juridique, comme il y a en Crimée, ce qui manquait finalement en mai 2014. Donc voilà, et puis Kharkov aussi, et puis ne jamais oublier le slogan du soulèvement de l'Est de l'Ukraine, du sud-est de l'Ukraine, Khwatit Karmit Kiev. Les gens en ont assez, l'Ukraine utile des ports et des industries en a assez de payer pour les Kieviens qui siphonnent la richesse du pays pour rien, pour les Lvoviens qui vivent, c'est charmant la cueillette et l'élevage, mais bon, voilà, c'est pas eux l'avenir du pays, et voilà, donc encore une fois, dans les deux cas, dans les deux scénarios, et aucun autre scénario n'est possible aujourd'hui, puisque ce qu'on avait analysé, vous et moi, c'est-à-dire la faiblesse de l'armée ukrainienne, la non-volonté de combattre, 73% pour Zelensky, c'est-à-dire que 73% de la population ne veut plus la guerre, 75% pardon, ne veut plus de la guerre. C'est dur de mener une guerre, et surtout ne croit pas le narratif de la présence russe dans le Donbass. Et il y a aussi un aspect très intéressant, ça a été vu dans une des vidéos d'Anatoly Chary, le blogueur ukrainien, où il a filmé en fait les gens qui étaient venus assister sur les écrans à l'intronisation de l'inauguration de Zelensky. Donc il fait des annonces un peu bateau. Le seul moment où il y a une explosion de joie populaire, c'est quand il annonce la dissolution de la Rada. C'est-à-dire que la population kievienne qui était venue assister à est la Rada actuelle. Ouais. Il y a une haine contre Poroshenko, il y a une haine contre justement toute cette clique à la fois corrompue et nazie. Et voilà, c'est le narratif ukrainien, fonder une Ukraine sur le bandérisme, c'est raté. Voilà. Oui, j'ai vu un sondage qui disait que 70% des Ukrainiens soutenaient la décision de Zelensky de dissoudre la Rada. Donc c'est énorme, on voit vraiment que c'est Paroubi essaie encore de faire une espèce de guérilla institutionnelle, mais constitutionnelle, mais en fait, il n'a pas de poids, il n'a pas de soutien étranger, tout le monde en a assez de lui. Et, au niveau des soutiens étrangers, justement, on voit quand même qu'il y a toujours une volonté de continuer à couvrir l'Ukraine au niveau international, puisque donc suite à la signature de cette loi sur la langue ukrainienne, la Russie a demandé une convocation du Conseil de sécurité de l'ONU, convocation qui a été refusée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Ces deux dernières s'étant d'ailleurs fendues d'un communiqué commun qui est, comment dire, pour rester poli,
pitoyable, pour pas dire autre chose, rempli de contre-vérités, d'énormes mensonges, d'omissions et d'hypocrisie. Donc, enfin, je suis pas si sûr que ça, en fait, que les États-Unis en ont marre de l'Ukraine, parce qu'ils continuent quand même à protéger tout ça, au lieu de, à un moment, remettre un peu les choses à plat et de dire, effectivement, cette loi va poser problème pour l'application des accords de Minsk. Je crois qu'il ne faut pas raisonner à si long terme. On n'a pas à faire. Alors, l'Angleterre suit la politique américaine. Là-dessus, bon, voilà, elle considère que c'est ses choix stratégiques. La France est un pays esclave, donc qui reçoit ses ordres directement du département d'État américain. Et l'Allemagne, elle, est en rivalité en Europe centrale avec la Russie. Donc voilà, donc Jérémy, ce que dit la France compte peu, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'un côté le mythe de l'Union européenne où on est censé protéger les langues régionales. Or, le russe n'est pas une langue régionale. Enfin, même s'il avait statut, parce que Yanukovych avait trahi son électorat uniquement de langue régionale et pas de langue officielle, le russe est la langue des territoires qui composent l'Ukraine aujourd'hui, et la langue de la Nouvelle-Russie. Et la langue de la Malorussie, la première fois que le russe a été imprimé dans une imprimerie, c'était à Kiev. Donc, je veux dire, le russe est la langue de l'Ukraine. Et l'ukrainien est un patois qui a été érigé en langue par les soviétiques. Voilà, dans un but de dérussification. J'avais expliqué ça dans ma vidéo Staline est-il nationaliste. Les premiers qui ont voulu dérussifier l'Ukraine, c'était les bolcheviks. Voilà. Et donc voilà, donc on a d'un côté donc, la France et l'Allemagne qui promeut les langues régionales au sein de l'Union européenne, mais pas le russe dans le pays dont c'est la langue. Hein. Le russe, c'est le patrimoine commun des Biélorusses, des Grands-Russiens et des Malorusses. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est sur la France, à la limite, je pense qu'elle n'a même pas d'avis. Elle fait ce que dit Washington. Oui, d'ailleurs, la déclaration a été commune entre la France et l'Allemagne. Hein. Il n'y a même pas eu de déclaration séparée de la France et une de l'Allemagne. Ça a été déclaration franco-allemande. L'héritage de Le Drian, hein, qui a le grand honneur d'être l'incarnation totale de l'échec de la politique française, d'abord en tant que ministre de la Défense de Hollande et ministre des Affaires étrangères de Macron, c'est en fait sa démarche, comment dire, où est-ce que je signe, voilà. Où est la déclaration, je la signe, il ne la relit même pas. Donc voilà. Et puis, encore une fois, je pense que les États-Unis, eux, seraient prêts à abandonner l'Ukraine, mais aimeraient bien avoir quelque chose en échange. Et un peu à la Trump. Et même si une partie de l'État profond américain, elle, vraiment veut... Enfin, il y a une haine contre la Russie qui est presque rabique, qui pour personne des penseurs français au sens culturellement français, c'est-à-dire qui pensent, qui appliquent des raisonnements logiques à la politique étrangère, qui n'a même pas de réalité, en fait, de prise sur le réel. Et puis, cette croyance absurde que si la Russie perd l'Ukraine, elle ne sera plus un empire, elle ne sera plus une puissance européenne. Enfin bon, il suffit de vivre à Moscou aujourd'hui pour voir qu'avec ou sans l'Ukraine, la Russie est une grande puissance européenne et qu'on se sent plus en Europe, d'ailleurs à Moscou qu'à Paris ou à Berlin. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Donc, vous parliez de cette ukrainisation forcée qui avait été imposée par les bolcheviks après la création de l'Ukraine. Est-ce que c'est pas un peu ironique que justement ce gouvernement post-Maïdan qui a voulu pousser la décommunisation de l'Ukraine au maximum en vienne en fait à des méthodes qui sont semblables, si ce n'est pire, que justement l'URSS sur laquelle, je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais sur laquelle il conchit en permanence. Donc, je pense que les nazis ukrainiens se sont inventés une histoire. Et d'ailleurs, ça commence pas seulement avec la révolution bolchevique. Ça commence même bien avant. D'ailleurs, il y a un côté schizophrène. Par exemple, comment commémorer l'Hetman Khmelnytsky, qui demande en russe, il faut voir la lettre que l'Hetman Khmelnytsky envoie au tsar de l'époque, je crois que c'est en 1648, la lettre où il demande de l'aide au tsar. C'est en russe, où il dit que oui, il veut pratiquer sa religion, c'est-à-dire l'orthodoxie, et parler sa langue, c'est-à-dire le russe. Donc en fait, Khmelnytsky est l'homme qui rattache, et pourtant il a encore... Alors, un jour ils iront au bout, et ils vont déboulonner les statues de Khmelnytsky. Ils ont inventé une histoire de Mazepa totalement délirante, en faisant passer un contrat que Mazepa avait fait signer aux Cosaques pour les mettre aux ordres de la Suède, où le mot Ukraine n'est jamais prononcé une seule fois dans le contrat, comme la première constitution ukrainienne.
Ouais, moi j'ai suivi ça un peu, c'est tellement Anne de Kiev, princesse ukrainienne, même dans les mythes ukrainiens, le terme Ukraine n'est pas utilisé à l'époque d'Anne de Kiev. Je crois que ça remonte au XIIIe siècle, la première fois où on entend parler de na Ukraine, donc la périphérie. Hein, parce que si on veut traduire ukrainien, en fait, en français, on dit périphérien. C'est ça la véritable traduction. Et donc, mais eux, ils se sont recréés une histoire complètement délirante et ils sont devenus. Donc, les Ukrainiens sont une race. C'est pas une désignation géographique. C'est une race qui a été opprimée par une autre race, donc celle des Russes, qui sont donc encore une fois des Slaves asiatisés à cause des invasions mongoles. Et donc l'Holodomor est un génocide, puisque on a voulu détruire la race ukrainienne, mais qui, comme j'ai été démontré, a été opéré par un Polonais. Donc, puisque le secrétaire général du Parti communiste pendant l'Holodomor de 1928 à 1938 est un Polonais, Kossior. Et au-dessous de lui, c'est des Ukrainiens. Donc tout ça, mais tout ça, en fait, à la limite, encore une fois, ça ne servira. Moi, je publie ces informations-là pour les Français, pour qu'ils aient une vision, je dirais, rationnelle et historique de l'Ukraine, mais vous pouvez le dire. J'ai essayé de parler avec des nationalistes ukrainiens, vous pouvez leur dire, il y a un blocage. Il y a un blocage. Vraiment. Quand j'en ai parlé, justement, j'avais travaillé sur la question que le responsable de l'Holodomor, c'était un Polonais. Alors là, ça a été. Ouais, l'écran bleu de la mort, quoi. Tu vois, comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le domaine, du rationnel. C'est comme quand vous dites que j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps. Je comparais l'abandon comment s'appelle, j'expliquais la croissance économique et le décollage technologique de la Russie par la fin qu'elle a pu apporter le boulet de l'URSS, c'est-à-dire c'est 14, pour reprendre le terme de Orlov, je crois, c'est 14 petits porcelets qui suçaient le lait d'une truie famélique qui était la Russie. Et à partir du moment où bien elle a dégagé les 14 petits porcelets, elle a pris de la force et aujourd'hui, elle envoie des missiles hypersoniques. Et la France, c'est pareil sur la décolonisation. Il suffit de regarder les chiffres. Le décollage réel économique, c'est au lendemain de la décolonisation, c'est au lendemain des accords d'Évian. Donc voilà, mais tout ça, en fait, c'est déjà où il y a des réactions parmi les gens du FLN, les membres du parti aujourd'hui du FLN, et les réactions des nazis ukrainiens, c'est la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité ni intellectuelle, ni même physique. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un mur d'incompréhension qui se ferme, il y a des tas de schémas mentaux qui ont été mis en place, et même devant des évidences chronologiques humaines, encore une fois, Holodomor, c'est Staline, un Géorgien, et Kossior, un Polonais. C'est tout. Les deux dirigeants qui ont réalisé, c'est eux. Et de plus, il y a eu d'autres régions dans l'URSS, y compris en Russie, qui ont été lourdement frappées. Les Russes, etc. Et voilà, donc c'est de l'ordre de la croyance, en fait. Hein. C'est de l'ordre de la croyance. On voit ça aussi en France. Hein. Dans certains domaines historiques, on peut pas revenir dessus, c'est pas possible. Bon, voilà, donc maintenant, donc c'est un acte de foi, mais bon, moi, je suis historien de formation, donc je travaille sur des archives, des chronologies, des biographies, et voilà. Et en soi, d'ailleurs, ça a été une bonne chose, notamment pour les Russes, c'est qu'ils se sont intéressés à l'histoire de leur pays. Et eux-mêmes sont sortis du mythe bolchevique, c'est-à-dire des peuples frères. Et encore une fois, il y a deux mythes et un narratif qui est pas vrai. Le narratif, c'est Adin Narod, un seul peuple. Il y a deux autres, c'est le mythe bolchevique, enfin le mythe soviétique. On peut dire bolchevique parce qu'il est créé par Staline dans les années 20, c'est-à-dire que les grands Russiens et les Ukrainiens sont deux peuples frères. Voilà. Et c'est faux, les peuples ukrainiens déjà n'existent pas. Et ensuite, bon, mais cela dit, l'Ukraine, finalement, jusqu'à Maïdan, elle vivait sur ce mythe. C'est-à-dire qu'il y a deux peuples différents. Et ce mythe, même en Ukraine, d'après j'ai quelques amis qui habitent encore à Kharkov, et voilà, qui font partie de l'intelligentsia. Mais bon, finalement, on s'interroge. Et qui répète Mi Adinarod, nous sommes pas un peu frères, Mi Adinarod. Finalement, et côté russe et côté ukrainien, oui, c'est vrai qu'on a gobé finalement le mythe soviétique du peuple frère, alors qu'en fait, on est
pas des frères, on est Mais un seul peuple, quoi, des en fait. frères, mais pas des peuples frères, voilà. Ouais. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation ukrainienne avec, donc, suite à l'élection de Zelensky, puis maintenant son investiture et sa volonté de dissoudre la Rada? Est-ce que l'Ukraine a réellement une chance? Enfin, est-ce que ces chances d'arriver à inverser la tendance, enfin, c'est de l'ordre de combien de pourcents et combien de pourcents de chances que l'Ukraine continue vers le fameux mur de 2019 que vous avez prophétisé? Pour l'instant, elle est toujours dans la même direction. Elle a peut-être un petit peu ralenti avec Zelensky, mais on attend de voir ce que ça va donner sur la négociation du transit gazier, sur les sanctions vis-à-vis de la Russie, donc qui coûtent 10% de PIB à l'Ukraine. Hein, c'est un économiste ukrainien qui l'a dit il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, chose un peu troublante, c'est que Zelensky a demandé d'ailleurs aux Américains de continuer, voire même de renforcer les sanctions contre la Russie. Enfin, on n'a pas vraiment l'impression d'une parole d'apaisement. Disons que moi j'attends, encore une fois, Zelensky c'est un Macron, donc il dit tout et n'importe quoi, faut regarder ce qu'il fait. Bon, Macron fait n'importe quoi, mais on va voir ce que fait Zelensky, après, qui donne du grain à moudre pour faire passer la pilule de la dissolution, à la limite, peu importe. Et puis maintenant, il ne faut pas oublier que quand même la déclaration agressive de Volcker que j'ai citée, il faut qu'il montre aux Américains qu'il est de leur côté. Il ne peut pas se permettre que les Américains doutent de sa loyauté. Donc on va voir. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. De toute manière, il y a des objectifs qui sont précis, notamment à la fin du transit gazier. Alors, on voit que Washington essaie de gagner quelques mois, donc ils essaient de retarder la construction de Nord Stream 2 qui, au lieu de démarrer le 1er janvier, va démarrer le 1er juin de l'année prochaine. Mais quelle différence de gagner 6 mois de plus? Il y a une réalité, c'est que le contrat de transit gazier entre la Russie et l'Ukraine se termine le 31 décembre et que pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que ça va donner. Alors, tant qu'il n'y aura pas de négociation, je pense que le contrat va être prolongé de un mois. Et puis, on va arriver à un moment où Nord Stream 2 va démarrer. Et là c'est la fin des haricots. Hein. C'est 3 à 4% du PIB. Il ne faut pas oublier non plus que 80% de la dette ukrainienne, c'est-à-dire la quasi-totalité de son PIB, le PIB de l'Ukraine est autour de 100 milliards de dollars, 80% de sa dette est détenue par des fonds d'investissement américains. Donc c'est aussi eux qui font pression. Mais comment est-ce qu'on va être remboursé? Il y a eu une négociation de la dette en 2014 d'un report de 5 ans. On est en 2019. Là, officiellement, l'Ukraine doit sortir, alors c'est jamais très clair, entre 16 et 20 milliards de dollars. Donc c'est-à-dire que toujours c'est facile avec un PIB de 100 milliards, entre 16 et 20% du PIB. C'est énorme, c'est juste énorme. C'est un mur colossal. Alors bon, je pense que ça va être reconduit par le FMI, qui va continuer à prêter de l'argent, mais pour payer les intérêts de la dette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement utile. La force en plus de travail de l'Ukraine, ce qui était un peu finalement la seule chose qui lui restait, cette population formée par les écoles soviétiques, par une tradition scolaire, voilà, elle part. Elle est soit en Pologne, et à mon avis, d'ailleurs, la volonté de Poutine de donner les passeports non seulement à la DNR et à la LNR, mais également, pourquoi pas au reste de l'Ukraine, c'est aussi de se dire, après tout, c'est notre peuple. S'ils doivent immigrer pour travailler, autant qu'ils viennent travailler en Russie, d'autant plus qu'en Russie, vous ne faites pas la différence entre un Ukrainien et un Russe. Il veut le faire. Et en Pologne, il est considéré comme un esclave. Voilà, en tout cas, comme un... déjà, il n'est pas citoyen, mais comme un être de seconde zone. En Russie, si tout d'un coup, en plus, il peut devenir citoyen, déjà, ça aide à combler le creux démographique russe qui est lié au manque de naissance de femmes en âge de procréer des années 90. Donc, creux démographique qui va, si on croit Alexandre Latsa, qui va durer jusqu'à la fin des années 20, on va dire, des années 2020. Voilà. Il devrait coûter 1 million d'habitants à la Russie. S'ils importent 2 millions d'Ukrainiens, en plus des gens formés, intelligents, voilà, c'est... Et s'ils ont la citoyenneté, ils vont venir avec leur famille. Voilà, il ne faut pas oublier, il y a entre 2 et 3 millions qui travaillent ici aussi. Donc ces gens-là, qui ne sont pas comptés dans la démographie russe. Donc ces gens-là, il faut aussi qu'ils soient chez eux. Mais ils sont chez eux. Encore une fois, dans ma société, on a eu des employés ukrainiens. Ma femme emploie une ukrainienne. Vous ne faites pas la différence. Si elle ne me dit pas, tiens, elle vient de Omsk, elle vient de Kharkov, comment je peux le savoir? Donc voilà, donc on est, encore une fois, Poutine a été très habile avec le coup des passeports. Donc pour répondre un peu à la question que vous m'avez posée sur l'avenir de l'Ukraine, donc mon passage à Donetsk m'a quand même m'a fait évoluer.
contrairement à ce que je pensais, y compris en 2015, 2016, même encore 2017 et 2018, je pense que le Donbass, d'une manière ou d'une autre, ne reviendra pas en Ukraine. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne vois même pas comment on va faire accepter une population de passer du rouble à grivna. Je veux dire, donc il y aura une double monnaie. Il va y avoir un niveau d'autonomie en fait de la DNR et de la LNR qui déjà fera envie à Mariupol, qui fera envie à Slaviansk, donc les villes du Donbass occupées par Kiev. Comment les convaincre de nouveau partager la richesse du Donbass avec les parasites kieviens ou lvoviens, ça va devenir impossible. Il faut bien se rendre compte qu'avant la DNR et la LNR, la richesse, les sociétés qui gagnaient de l'argent, puisque c'était le poumon économique de l'Ukraine, elles avaient leur siège à Kiev, elles payaient les impôts à Kiev, les mines, l'argent, le charbon était vendu au prix 3 fois inférieur au prix du marché, pour que toute l'Ukraine ait une énergie pas chère, et les salaires étaient payés en retard par Kiev. Aujourd'hui, maintenant, on est en circuit fermé, comme on dit aujourd'hui. Et le charbon du Donbass, il est acheté par Kiev, il est acheté par la Pologne, il est acheté par l'Allemagne, en passant par la Russie, à 3 fois au prix du marché. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, la DNR et la LNR seraient suffisamment masochistes pour retourner dans un système en fait qui était très défavorable. Rejoindre l'union douanière qui ne leur a rien apporté, qui n'a rien apporté au reste de l'Ukraine, pour de nouveau finalement être siphonné, la richesse soit siphonnée, pour que de nouveau les mineurs soient mal payés et que leur salaire soit payé en retard, et que Kiev siphonne la richesse du Donbass, et qu'après on dise que c'est une région de dotation, parce qu'ils recevaient l'argent de Kiev. Enfin, il n'y a aucune raison rationnelle pour les habitants du Donbass de rejoindre l'Ukraine. Alors, il pourrait y avoir une raison, je dirais, de cœur, c'est-à-dire de centre, de cette envie que disait Ernest Renan, une volonté de vivre ensemble. Mais là, il y a. On ne voit pas, quoi. Je ne l'ai pas constaté. Ils n'ont pas envie de vivre ensemble avec une capitale à Kiev qui est une avenue Stéphane Bandera. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça mal parti en tout cas. Personnellement, qui suis aujourd'hui qui serait favorable à une partition de l'Ukraine, je dirais à la limite cette loi sur les langues, c'est très bien. Elle est inapplicable dans toute la Nouvelle-Russie, de Odessa à Kharkov. Elle continue exactement comme le schisme orthodoxe, donc avec cette pseudo-église qui a été créée. Elle contribue à finalement séparer l'Ukraine en morceaux et à permettre, je dirais, à l'Ukraine, ce que j'appelle l'Ukraine utile et qui plonge ses racines dans la Russie, à se rapprocher de son peuple, du peuple russe. Ouais, ce que j'avais souligné, c'est que cette loi, elle va accélérer les forces centrifuges qui sont à l'œuvre en Ukraine depuis 2014, parce que, il n'y a pas que la partie russophone, il y a aussi la Transcarpathie, la Hongrie voit d'un très très mauvais œil cette loi. La Hongrie a d'ailleurs appelé à Zelensky à résoudre les problèmes posés par cette loi sur la langue ukrainienne. L'autre chose qui a l'air aussi d'expliquer un petit peu la panique des Paroubi, Poroshenko, etc. Parce qu'il n'y a pas que Paroubi et les députés néo-nazis qui sont dans le collimateur de la justice. Poroshenko aussi. Il y a eu une ordonnance de justice pour les empêcher de sortir du territoire. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à un règlement de compte à hockey choral à Kiev ? J'ai bien l'impression. Et moi, je pense que de toute manière, le nombre de crimes qui ont été commis pendant toute la soi-disant opération antiterroriste à Odessa, à Kharkov, à Maïdan, ça fait 5 ans, c'est toujours pas qui a tiré, et sur la police et sur les manifestants. Tous ces crimes-là doivent être, tôt ou tard, il faudra quand même trouver les coupables. Et puis il y a l'histoire du MH17 qui plane aussi. Et parce qu'à un moment ou à un autre, soit Kiev sort des preuves que c'est la Russie, et c'est la Russie qui va payer la destruction de l'avion, soit c'est Kiev. Voilà. Puisque ils n'ont pas fermé leur espace aérien. Donc toutes ces choses-là, un jour ou l'autre, quelqu'un doit payer, et finalement, il y a des nazis sous la main. Ils ne sont pas très malins, donc je pense que tout le monde va se défausser sur eux, effectivement, ce sera bien fait pour eux, ça leur apprendra. Et sur Poroshenko aussi, vous pensez que Poroshenko pourrait tomber pour tout ça ? Visiblement, il y a... bien en plus, pour Zelensky, c'est confortable, parce que les Ukrainiens haïssent la Rada, et ils haïssent Poroshenko. Ça, je m'en étais pas trop rendu compte, mais finalement, en discutant avec mes quelques contacts, il y a une haine je connais des gens qui n'auraient jamais voté pour quelqu'un comme Zelensky, ou même quelqu'un comme Yulia Tymoshenko. Et ces gens-là ont voté
tout plutôt que... Tous contre Poroshenko, en fait, c'est-à-dire vraiment un vote vote sans sanction contre lui. Et après, il faut voir aussi, et là, c'est pour ça qu'on est quand même encore dans l'expectative, c'est que finalement, Zelensky a été élu sur le programme électoral de Poroshenko il y a 5 ans. C'était un programme de paix. Sur les 10 propositions de Poroshenko, je me souviens il y a 5 ans, je crois que c'est la proposition numéro 3, faire la paix en 2 mois avec la Russie, ou en 3 mois avec la Russie. Voilà, et là, il n'y a rien. Alors Zelensky, lui, continue à parler à la fois en russe, à la fois en ukrainien. Bon, mais après, ça suffira pas. C'est-à-dire, la maman, il faut, voilà, abrogation de la loi sur la langue ou pas. C'est ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'il va chercher à ménager la chèvre et le chou, et à la fin, il va finir par se casser la figure à essayer de s'asseoir le cul entre 2 chaises, ou est-ce qu'il va vraiment prendre des décisions fortes? Parce qu'en plus, il faut voir qu'à mon avis, ce que va révéler les élections, ce que vont révéler les élections législatives, c'est aussi la prolongation de la partition du pays. C'est-à-dire, plus on va aller vers l'Est, plus on va avoir des partis pro-russes. Je rappelle que, si mes souvenirs sont bons, dans le Donbass contrôlé par Kiev, des véritables forces d'occupation, d'après les témoignages que j'ai sur place, le bloc d'opposition fait plus de 50% au premier tour. Vous imaginez ce que ça va donner aux législatives, ça risque d'être intéressant. C'est-à-dire que les Cyril Brett, dont on en parlait déjà, qui nous expliquait que désormais l'Ukraine, voilà, c'était comme la France, il n'y a pas de vote régional. Bon, bah si, là, en fait, il y a toujours, et en fait, on va avoir un beau dégradé. C'est-à-dire que le dégradé qu'on a depuis 1991, c'est-à-dire que plus on va vers l'ouest, eh ben, plus on vote pro-occidental ou même pro-nazi, pour l'offre, on peut carrément dire pro-nazi. Et plus on va vers l'est, et plus ça vote pro-russe, en fait. C'est vraiment visible. C'est vraiment visible. Est-ce que, quelque part, vous pensez que Kolomoïski va obtenir sa vengeance contre Poroshenko, justement, via soit ses mesures judiciaires, soit... Pas certain, parce que le FMI ne laissera pas faire. En gros, ce que Kolomoïski a... En fait, l'Ukraine, le gouvernement ukrainien a dû utiliser l'argent du FMI pour racheter la dette de Privatbank. Parce que c'était une nationalisation, ça n'a pas été donc le FMI n'aime pas quand il prête de l'argent qui soit détourné, parce qu'en gros c'est un détournement indirect. Et je pense que notamment Zelensky a rencontré Lagarde, qu'il a donné des garanties, et que un actionnaire comme Washington, qui est actionnaire donc du FMI, ne va pas laisser Kolomoïski se... Je pense pas. Mais ça va être aussi très révélateur. Si jamais Kolomoïski récupère Privatbank, ça veut dire qu'en fait, l'Occident a abandonné l'Ukraine. Et que là, c'est... Il les laisse en roue libre et en gros, faites ce que vous voulez, ça ne nous intéresse plus. Quoi. Comme ma série d'articles en 2014, République bannière d'Ukraine, j'avais démarré République féodale d'Ukraine. Et je pense qu'on va observer ça de toute manière, une féodalisation. Alors, si en plus on a l'écroulement de l'État central, c'est-à-dire incapable de fournir les services régaliens, notamment la sécurité, l'administration, eh bien, ça va être au niveau des régions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Xavier Moreau pour cet éclairage et vos commentaires, et je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi.